Bonjour, bonjour à tous. Bien, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente Pierre-Olivier Deric. Je suis ravie de le rencontrer avec vous et parce qu'on va passer un agréable moment. Nous, on a commencé un petit peu en off. Je vais expliquer un petit peu peut-être comment je t'ai rencontré aussi et puis je vais te laisser le loisir, le plaisir de te présenter. Alors, je dirais plutôt comment je t'ai rencontré, puisque c'est. Enfin bref, on va en parler. Eh C'est ben vrai que c'était. justement, non, tu peux commencer. Allez, commence. Alors, c'était excellent notre rencontre, puisque j'ai fait une formation en hypnose régressive dans la lignée de Dolores Cannon. On aura certainement l'occasion d'en parler plus tard. Faite par une personne qui s'appelle Séverine Barbier à Bordeaux. Et je faisais partie de la première promotion. C'est-à-dire que c'était une formation que j'attendais sans savoir que ça allait être elle depuis un moment. Et pof, ça s'est déclenché. C'était super. Parce qu'initialement, elle avait dit, bah non, je ne le ferai pas avant un an. Et ça s'est fait plus rapidement. Donc, je me suis précipité sur cette formation et c'était génial. On était, je ne sais plus, 16-18. Et puis, au fur et à mesure de la formation, elle disait qu'elle voulait faire d'autres formations, notamment une sur Paris. Et pendant la formation, elle avait fait une interview, un podcast, un truc comme ça. Et toi, tu t'étais manifesté en disant bah, c'est sympa, etc. Et j'avais mis l'idée auprès comment s'appelle notre ami Alors, Pardon. je disais Séverine, mais c'était Séverine, pas. oui, c'est ça, merci. Notre idée auprès de Séverine, parce qu'elle me demandait, mais comment est-ce que je peux accueillir les nouveaux, etc. Je lui dis, ben, un truc qui pourrait être sympa, c'est de faire comment dire, un- je trouve plus les mots, Un parrainage. un parrainage. Oh là là, mais c'est terrible. Un parrainage entre nous, notre formation, on aura un peu de recul par rapport à l'autre formation. Et moi, j'avais tout de suite dit, ben moi, je voudrais que ma filleule soit à Nandina, parce que voilà, ça avait matché, il y avait eu ce contact d'âme entre nous que j'avais trouvé sympa. Donc voilà, c'est comme ça, moi, que je t'ai connu, et puis après, on a vécu plein de choses entre nous. Eh oui, en fait, ça a commencé en 2020, mais tu vois, les dates en ce moment, Ouais. ah oui, ça va vite, hein. On se rend plus compte là, ça y est. Alors oui, c'est vrai que c'est comme ça en fait qu'on s'est rencontrés. On a échangé, si mes souvenirs sont bons, au téléphone aussi. Après, alors avant la formation. Et c'était très drôle parce que Séverine parlait dans la formation, on fait de l'écoute thérapeutique. Donc, c'est Thierry Tournebise qui a, avec son approche de la maïeusthésie, appris à accueillir les êtres, enfin, a transmis comment accueillir justement les êtres dans cet amour, dans cet espace neutre, juste pour exprimer ses émotions, etc. On en parlera un peu plus tout à l'heure. Et moi, je sais que c'était un sujet qui m'intéressait. Je m'étais même demandé si j'allais pas me former à cette pratique juste avant, donc c'était assez drôle. Et la formation se faisait en même temps que celle de Séverine, donc j'ai dû faire un choix. Et mon choix a été celui de Séverine. Et juste avant donc la formation, avant que je débute, j'avais échangé un petit peu avec toi. Et quand on entame la formation, donc on commence justement par l'écoute thérapeutique. Et à un moment, elle explique que parmi les praticiens qu'elle a formés, il y en a notamment un qui s'était tourné vers cette approche plus que l'autre. Et je me suis dit, forcément, ça doit être Pierre-Olivier. Ouais, c'est vrai que j'ai bien accroché. Je trouve ça génial comme outil. On en reparlera plus tard. Ouais. Voilà. Donc en fait, c'est comme ça donc qu'on s'est rencontrés. Et puis plus tard, alors nous, on a continué d'échanger, mais ça a été surtout en 2022. Le temps passe tellement vite que des fois, je ne me rappelle plus non plus. 2021, 2022, non, 2022, que j'ai proposé un regroupement, un collectif du coup, de praticiens en hypnose, parce qu'on a commencé par ça, mais aussi en thérapie alternative et holistique, donc les soins énergétiques, médiums, etc. Le but, c'était de pouvoir échanger entre nous, de pouvoir expérimenter aussi, d'aller un petit peu plus loin qu'on pourrait le faire avec les consultants, parce que les personnes viennent pour des problématiques bien spécifiques. On ne peut pas aller toujours tester, sauf s'ils nous donnent leur accord, bien entendu, certaines choses. Donc, on le testait aussi entre nous. On allait un petit peu plus loin entre nous. Ça a donné d'ailleurs les explorations. Alors au début, moi, je pensais pour moi que c'était de l'hypnose, mais au fur et à mesure, ma conscience se moquait gentiment et les guides du fait que je canalisais. Donc c'était pareil, c'était le début pour moi. Il a fallu du temps pour que je me dise, ah bah non, en fait, c'est pas de l'hypnose et que j'arrive à me rendre compte que je partais comme ça sans l'induction.
Mais en tout cas, ça a été tout un cheminement et j'avais envie de continuer d'explorer. Et c'est comme ça en fait qu'on s'est retrouvés, qu'on est entre guillemets des chercheurs, des explorateurs de la nature humaine dont je parlais et de l'univers de l'invisible, parce que je trouve que c'est un sujet tellement vaste que c'est passionnant. Je trouve que c'est vraiment passionnant. Et qu'on fait des échanges entre nous, on se fait des séances et ça c'est super chouette, super intéressant. Je voudrais juste revenir sur la notion d'hypnose puisque quand on dit l'hypnose, c'est comme quand on dit je travaille dans le bâtiment. Il y a vraiment tellement de spécificité, de subtilité, etc. Et je trouve ça dommage parce que l'image d'Épinal de l'hypnose, c'est l'hypnose de spectacle qu'on voit à la télé et qui ne reflète pas vraiment ce que ça représente. Et donc, il y a des gens qui sont dans l'appréhension de se dire non, je ne veux pas faire d'hypnose parce que je ne veux pas qu'on me fasse faire des choses que je n'ai pas envie de faire, style le canard ou la poule. Et en fait, c'est vraiment un tout petit bout de l'hypnose qui n'est pas du tout cet outil magnifique et merveilleux sur lequel on peut aller effectivement. L'idée, c'est juste simplement d'être en état modifié de conscience, c'est-à-dire qu'on élargit notre perception, on perçoit des choses qui sont plus large que ce qu'on a l'habitude de percevoir. Et là, ça nous permet d'accéder à des informations qui sont magnifiques, géniales, sur soi, sur les autres. Et après, comme tu dis, l'exploration, on peut aller explorer des choses qui sont beaucoup plus larges. Il y en a qui le font très bien, Mathieu Monade et compagnie. Voilà, et ça, c'est vraiment... moi, quand je l'ai découvert, j'ai trouvé ça magnifique comme possibilité. Et c'est accessible à tout le monde, c'est-à-dire que c'est simplement s'autoriser à, c'est ça qui est génial. On peut le faire en démarrant par une séance pour soi, moi c'est comme ça que j'ai commencé, je ne connaissais pas et j'ai découvert ça comme ça, et là, pouf, ça a été l'explosion, et je me suis dit, bah oui, c'est vraiment génial, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de me former et d'en faire mon métier. Oui, tout à fait. Alors, de toute façon, je pense que ça part d'un élan, quel que soit l'élan, quelque part, quel que soit l'appel. Et comme tu dis, c'est vrai qu'il y a différents types d'hypnose. On sait qu'il y a l'hypnose ericksonienne qui est beaucoup plus connue. On a des hypnoses qui vont permettre de déplacer, de remplacer. Nous, là, c'est vraiment une hypnose où on va aller un peu, parce que c'est en lien aussi avec l'écoute thérapeutique, au fond, à l'origine de la problématique en fait, de la personne, du sujet qu'elle est venue traiter, et parfois même des non-sujets qu'elle est venue traiter, puisque parfois on peut y aller pour le plaisir et découvrir, et se découvrir aussi à travers des informations qui nous transmettent, que notre conscience nous transmet. Et c'est vrai qu'on commence par soi. J'ai fait comme toi, je me suis dit, est-ce que c'était utile ou pas de faire une séance et je me suis dit, en fait, je ne me pose pas la bonne question. Non, en fait, je suis appelée, j'ai envie d'y aller, je ne sais pas ce que ça donnera. Et au final, oui, j'ai été bien, bien émerveillée et surtout surprise de ce qu'il y avait dans la séance. Et puis surtout, justement, on parle de cet état modifié de conscience. On sait, hein, on est alors régulièrement dans la journée, on est en état modifié de conscience. Les moments un peu de vide où on est là et sans être là, c'est déjà un état modifié de conscience. Et d'ailleurs, c'est là qu'on a les idées, l'imagination, la créativité, la solution à certaines choses, des questions qu'on se posait. Et là, ça nous vient. Et en fait, c'est bon, c'est clair, c'est ça. C'est ça. Tout ce qui est état méditatif, songeur, c'est un état modifié. Alors après, scientifiquement, ça s'explique, puisque dans le cerveau, on est en onde θ. Et ça nous arrive, c'est quand si on est comment dire, captivé par un film et puis pouf, qu'on se laisse emporter. Quand on est en voiture, par exemple sur l'autoroute et que ça devient monotone, pouf, on se laisse accueillir par ça. Ou entre la veille et le sommeil, on est dans cet état-là. Voire, c'est vrai que alors, pendant la nuit, on passe par différentes phases de sommeil et il y a des moments comme ça où on vit des choses qui, pour moi, ne sont pas que des simples rêves. Après, chacun ses croyances et chacun ses expériences. Oui. Après, c'est vrai qu'on parle de subconscient, mais pour moi, c'est déjà accès à justement plus grand que j'ai envie de dire, notre état conscience humaine. C'est bien plus large que ça. Et bon, du coup, moi, j'utilise plus trop ce mot, mais j'utilise vraiment ce côté expansion pour éviter le côté psychologie. Mais n'empêche que si on dit que 90% qu'on n'a pas accès à 90% de de toute l'énergie, de tout ce que l'on pourrait faire, de toutes nos possibilités, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a une grande partie que l'on s'occulte d'une manière ou d'une autre, alors volontairement ou pas, hein, c'est comme tout. Mais c'est important d'aller voir là, en fait. C'est important, c'est sympa, ça nous permet d'avoir des informations sur nous, sur notre façon de fonctionner, sur aussi... alors, ça c'est pour soi-même. Après, on peut se faire aider par des personnes extérieures, parce qu'il y a des choses qu'on peut
gérer soi-même et régler soi-même. Il y a des choses sur lesquelles c'est, de mon point de vue, plus sympa de se faire accompagner d'une personne extérieure, voire c'est même impossible de le faire soi-même, pour aller justement travailler sur des dysfonctionnements internes que l'on a, pour pouvoir les mettre en lumière, les transmuter, les guérir. Et bon, il y a tout un tas d'outils qui existent dans le côté holistique dont on parle, notamment l'écoute thérapeutique, l'hypnose, les soins, etc., etc. Et vraiment, pour aller vers le mieux-être de soi-même, vers la meilleure version de soi-même, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Parce que comme tu l'évoquais tout à l'heure, on va aux causes et non pas aux conséquences. C'est-à-dire que, par exemple, si on a un bobo, ok, on met un sparadrap avec de l'alcool ou un antiseptique, c'est très très bien, ça permet de régler les conséquences. Ou quand une personne, par exemple, fait un burn-out, enfin, il y a une signification corporelle, son corps lui lance un signal d'alerte en lui disant, voilà, tu fais un burn-out, tu as un accident, tu as quelque chose qui fait que ton corps signifie qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Donc ça, c'est très très bien de le régler. Et en même temps, je trouve ça très complémentaire et fondamental d'aller aux causes, c'est-à-dire de remonter et de chercher la cause qui a fait que le dysfonctionnement s'est présenté. Et ce qu'on propose comme d'autres est justement d'aller à cette source-là et de détecter, de mettre en lumière, de faire prendre conscience à la personne, si elle n'en a pas pris conscience, de le transmuter et de le guérir. Et ça, c'est merveilleux. Oui, ouais. Bah, pour moi, tu as assez bien résumé. Donc. C'est bon, on est en phase alors. C'est ça. Bon, je pense que si voilà, on a gardé contact aussi longtemps, c'est parce que justement, on est sur le même créneau d'avancement aussi pour nous-mêmes, parce que comme les auditeurs, comme ceux qui écoutent, comme ceux qui ont expérimenté ou non d'ailleurs, il y a un moment où il faut commencer. Et le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, déjà, c'est d'y aller, en fait, tout simplement. Et de voir où ça nous amène. Et après, c'est une question aussi de prise de conscience, voire des fois de coups de pied aux fesses. Moi, j'ai eu une période de ma vie, la première période de ma vie, où j'étais très, très cartésien, très ancré dans la matière, complètement dans le système, où j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai fait des études, un bac plus 5, 3 enfants, la maison, la voiture, le travail dans l'informatique, etc. Donc j'étais très, très ancré. Et en fait, j'ai eu des signes avant-coureurs de ce côté plus intérieur, dont j'ai pas véritablement tenu compte. Et puis il y a eu un moment où il y a eu un déclic, un basculement, une expérience qui a fait que waouh, ça s'est ouvert. Et là, j'étais dans un appétit très très important parce que je reconnectais avec une partie de moi-même que je n'avais pas nourrie depuis un moment. Et là, c'était quelque chose de magnifique. Donc ouais, il y a aussi un cheminement, quoi. Là, c'est mon expérience personnelle. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont passées par ce système-là aussi, qui fait qu'on on a eu une forme d'oubli. Voilà, on verra ceux qui adhèrent ou pas à ce concept-là. Et ce réveil, qu'il soit progressif ou plus percutant, comme par exemple une prise de conscience ou un accident de la vie, accident physique, corporel, AVC, etc., la perte d'un être cher, une amnésie importante suite à un traumatisme, fait que on prend conscience de ça, et là on se dit waouh, il y a autre chose qui est possible, et il y a autre chose qui se joue en nous que le niveau de perception que j'avais jusqu'alors. C'est ça. C'est ça. Après c'est toujours assez subtil à expliquer parce qu'encore une fois, c'est des expériences qui sont très intimes, presque j'ai envie de dire, qui vont être aussi très éclairants. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup Jung quand il parlait de synchronicité parce que quelque part, c'est faire émerger du conscient, de l'inconscient vers le conscient. Et là, on se rend compte, en fait, qu'effectivement, il y avait déjà des appels, je pourrais appeler ça des petites, un peu comme des clignotants qui sont parsemés un peu tout le long de notre route pour dire, regarde, il y a là aussi, tu peux aller voir. Et puis après, c'est est-ce qu'on prend la porte, est-ce qu'on ouvre cette porte ou non? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on sent l'appel? Est-ce que c'est le bon moment pour nous? Sachant qu'il n'y a pas de mauvais choix, en fait. Il n'y a aucun jugement. Et si on a une opportunité à un moment donné, donc deux chemins, on peut prendre le chemin qu'on veut. La vie nous fera dérouler ce qui est bon pour nous. Et de toute façon, pour moi, on est là sur Terre pour vivre et expérimenter, voilà, et être dans le cœur. Ça, on en parlera un petit peu plus tard. C'est ça le plus important, quoi. Donc les choses matérielles sont intéressantes. Et en plus, je considère la chance de vivre dans une partie du monde
qui est accueillante, où il n'y a pas eu de guerre depuis un certain temps, et où on nous propose un développement cohérent de notre personne, d'un point de vue humain et matériel. Et ce côté-là, alors plus intérieur, plus spirituel, plus divin, après chacun mettra le mot qui lui convient, permet vraiment de trouver une harmonie en soi et d'aller vraiment vers une meilleure version de soi-même et d'être en phase avec pourquoi on est là sur Terre, nous-mêmes, et comment est-ce qu'on peut être en harmonie avec les gens autour de nous et vivre en étant nourri de ces choses-là. On sait bien qu'on a tous des contraintes matérielles, hein, déjà respirer, manger, avoir un logement, etc. Donc ça, ce sont des choses qui font que le fait qu'on soit incarné dans un corps, on a des besoins et des nécessités, parce que si on arrête de boire, en 3 jours, ça devient très très compliqué. Et en même temps, il y a d'autres choses qui vont au-delà, qui font que au niveau de notre intérieur, de notre âme, de notre partie divine, vous appelez ça comme vous voulez, il y a des choses sur lesquelles on a envie de vivre, d'expérimenter, de comprendre, de modifier, de changer, de guérir et de nourrir, quoi. Voilà. Et donc c'est là où j'en suis dans l'étape de ma vie, c'est aujourd'hui de trouver un fonctionnement qui fait que je sois vraiment en accord entre ma partie incarnée et ma partie divine, dans le monde qui m'entoure, dans mes relations, et que je me sente joyeux, gai, nourri et dans le cœur. Et de plus en plus, c'est ça, de plus en plus dans le cœur. Et en fait, j'avais envie que tu parles un petit peu de ton parcours, et parce que là, quelque part, tu nous donnes déjà la conclusion. Ok, donc le parcours. Donc j'ai dit un parcours très classique au départ, voilà. À un moment donné, donc comme je disais, j'avais eu quelques signes avant-coureurs dont je n'avais pas tenu compte. Par exemple, ma compagne de l'époque qui me disait, quand on allait à La Rochelle, qui me disait, comme là-bas c'est compliqué de se garer, de trouver une place de parking, elle disait, je demande à mon père, son père qui était décédé, de me trouver une place de parking. Bon, voilà. Ok, il y a ce genre de petites manifestations. Elle était allée à Paris et puis elle avait trouvé à Montmartre la boutique des anges, donc elle m'avait ramené un bouquin qui était de converser avec son ange, j'avais commencé à écrire, enfin plein de petits trucs comme ça. Et puis c'était l'été 2015 où une personne proposait un atelier de méditation et d'auto-guérison. Et j'en avais entendu du bien par une amie qui l'avait fait le mois d'avant. Je m'étais dit, waouh, ça m'intéresse, je sentais vraiment l'appel. Donc je me souviens que j'avais contacté la personne qui m'avait dit, j'ai pas encore mis en ligne la séance du mois suivant, mais je vais le faire, et ça me met en joie. J'avais trouvé ça bizarre comme manière de parler. Quelqu'un qui me disait, ça me met en joie d'avoir un contact et de prévoir la séance suivante. Enfin bref, et j'y suis allé, et alors là, pouf, ça a été une explosion. Où vraiment vraiment la connexion, la reconnexion avec cette intériorité, tout ce qui est possible entre nous, en nous, et de vraiment reconnecter un univers et un monde qui était vraiment pour moi à la fois fantastique et merveilleux. Et suite à ça, j'ai eu un appétit pendant 2 ans de tout le temps aller voir, de découvrir plein de choses comme ça qui étaient dans le monde de l'invisible, dans ce qui était plus intérieur. Donc des méditations, des soins Reiki, j'ai fait une formation en soins énergétiques, je suis allé au Brésil voir un guérisseur, je suis allé à Lourdes, je suis allé sur le chemin de Saint-Jacques, je suis allé voir un swami en Allemagne, enfin j'ai fait vraiment plein de choses. Je suis allé rue du Bac à Paris, pour ceux qui connaissent. Je suis allé en Israël sur les traces du Christ. Enfin, j'ai fait vraiment plein de choses qui me reconnectaient, qui me nourrissaient par rapport à cette démarche. Donc, j'ai cette phase euphorique. Aujourd'hui, alors après, donc, j'ai vraiment senti que c'était quelque chose qui m'appelait et qui prenait de plus en plus de place dans ma vie et dont j'avais vraiment besoin. Donc, j'ai changé progressivement de métier. Et j'en suis venu justement à aller vers ces métiers d'accompagnement, puisque ma mission d'âme, donc j'ai fait une séance par rapport à ça, ma mission d'âme qui m'a été révélée, enfin confirmée,
parce que c'est pas révélé. Je veux dire, dans les séances qu'on fait avec les personnes qui viennent nous voir font, souvent ce sont pas forcément des révélations, mais plus des confirmations, parce qu'on le sent au fond de nous. Et donc j'ai senti que ma mission d'âme, c'était d'aider, d'accompagner les autres, justement pour faire le même développement, la même reconnexion à eux-mêmes, et aller vers la meilleure version d'eux-mêmes et se débarrasser de ces dysfonctionnements, le même chemin que je faisais moi-même. Donc en parallèle, je le faisais pour moi et j'accompagnais les autres pour le faire. Voilà, j'ai fait un glissement progressif. J'ai fait de la respiration holotropique et je l'ai proposé, des soins énergétiques, jusqu'à cette formation en 2020. Alors déjà, moi, l'expérimenter, l'hypnose régressive de type Dolores Cannon. Et j'ai cherché à faire la formation parce que je sentais vraiment que c'était intéressant. J'ai eu tout un tas de possibilités, mais je voulais vraiment la faire en présentiel. C'est-à-dire que y a des gens au Canada, aux États-Unis, donc la fille de Dolores Cannon a pris la suite. C'était en distanciel, ça ne me convenait pas. J'ai contacté une personne sur Lyon, on devait commencer, puis ça ne s'est pas fait. Du côté de La Rochelle, etc., ça ne s'est pas fait. Enfin bref, donc il y a eu tout un tas de portes qui ne se sont pas ouvertes. Et puis j'ai contacté Séverine qui m'avait dit bah non, enfin oui, mais je le ferai pas avant un an. Donc je me suis dit bah, c'est dommage. Et finalement ça s'est accéléré. Et en septembre-octobre 2020, j'ai pu faire cette formation et j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Je me suis dit ouais c'est vraiment ça. D'autant comme tu l'as évoqué que à l'intérieur de cette partie hypnose, il y a une partie écoute thérapeutique, donc issue de la myesthésie de Thierry Tournevis, qui moi m'a vraiment appelé. Et je trouvais ça très très complémentaire. Même si les objectifs ne sont pas tout à fait les mêmes, on pourra, si on a le temps, en reparler, sachant qu'en fait, pour moi, c'est juste une boîte à outils. En fait, on est là pour, en fonction de notre propre vibration et propre fréquence, attirer des gens qui vont venir nous voir, qui vont avoir le même besoin correspondant à ce qu'on aimait, et qui vont nous demander de les accompagner, de les aider, de les écouter. Et après, on se servira de tel ou tel outil. Ça reste des outils qui sont intéressants, et en même temps, les gens, dans le côté matière, ont besoin de savoir, de mettre des mots sur des concepts. Voilà, voilà, donc j'en ai fait mon métier. Depuis, je me suis formé aux annales akashiques, à la médiumnité. Là, récemment, j'ai fait de la PBA, psycho, bio, acupressure. Voilà, il y a plein de sujets, plein de choses qui sont intéressantes. Et ce que je trouve génial aussi, c'est que initialement, moi, j'ai fait... alors, etc., qui prenait beaucoup de temps. Et c'est un peu, si tu veux, ce qui m'embête. Je vais te reprendre juste parce que c'est un petit peu coupé. Quand tu as dit que tu as fait donc, une autre formation il n'y a pas longtemps, et puis là, c'est un petit peu coupé. Pour être sûr de bien entendre. Moi, de mon côté, je ne l'ai pas senti. Oui, donc récemment, c'est PBA, psycho-bio acupressure. Donc, c'est un système basé sur les méridiens chinois, sur lesquels on provoque des acupressions. Donc, un peu comme l'acupuncture, mais ça se fait avec le doigt, où on appuie sur certains méridiens. Et il y a différents circuits qu'on répète 3 fois et qui apaisent des tensions, de la colère, du manque de confiance en soi, etc., etc. Et là, encore une fois, on travaille sur les conséquences. C'est-à-dire qu'il y a une manifestation d'une émotion qu'on calme par la PBA. Pour moi, c'est en complément aller chercher la source, la cause, qu'est-ce qui fait que, et c'est là qu'avec des outils comme l'écoute thérapeutique, comme l'hypnose, on peut y travailler. Donc c'est très complémentaire. Voilà, c'est assez ludique et puis ça peut se faire assez rapidement, parce que c'est vrai que une séance d'hypnose, ça dure 3-4 heures, une écoute thérapeutique, ça dure 2 heures. Donc ça prend un certain temps, alors que de la PBA, ça peut se faire en 3-4 minutes, quoi. Donc voilà, la finalité n'est pas tout à fait la même. Oui, donc j'en étais que j'ai fait un cursus classique, Bac+5, et que c'est ce qui m'embête, enfin en tout cas moi, ce qui me correspond plus, c'est-à-dire que aujourd'hui en France, si on veut faire un métier, on nous dit bah ok, donc il faut passer le diplôme, il faut faire X années d'études, etc. Je l'ai fait aussi en gestion du patrimoine, et moi je ressens plus les choses de manière dans mes ressentis, dans mes émotions, si quelque chose ne me correspond pas. Donc, par exemple, la formation en PBA, ça s'est fait en une soirée. Et c'est comme ça que je fonctionne maintenant. C'est-à-dire que je ressens les choses et je sens si ça me correspond ou pas, et si j'ai un appel, une reconnexion qui va faire que je vais être pertinent dans la pratique et le transfert, la transmission de cette connaissance, de ce savoir-faire et de cet accompagnement. Voilà, je vois au Brésil, ils ont tous 2-3 métiers et puis ils ont tendance à dire bah, t'as envie de faire quelque chose, bah, vas-y, fais-le. Et si tu te casses la figure, bah, c'est très très bien parce que ça te fait de l'expérience et tu vas pouvoir la valoriser pour continuer à faire autre chose. Voilà, donc c'est plus ma façon de faire. Pour expliquer rapidement mon parcours, entre guillemets, qui est un parcours assez classique.
Oui. pour pas En mal de même temps, personnes que je côtoie. bah oui, oui, mais en même temps, je trouve ça intéressant d'avoir un regard autre, parce que quand on est dans d'autres cultures, on se rend compte que, effectivement, on peut faire 2, 3 métiers différents, et des fois complémentaires d'ailleurs, ou même un métier dans lequel on a plusieurs outils qui sont complémentaires. C'est vrai que c'est très français, presque, j'ai envie de dire, d'avoir une seule corde à son arc, entre guillemets, un diplôme, etc., une spécificité, alors que dans beaucoup de pays, effectivement, c'est beaucoup plus large que ça, en fait, parce qu'on se rend compte qu'on peut mélanger les outils pour en créer des nouveaux. D'ailleurs, c'est comme ça que, là, pour un exemple que je connais bien, c'est la sophrologie. Ça a été inventé, mais c'est parti de principes, de yoga, d'exercices, etc. Et en fait, on en fait quelque chose qui est plus complémentaire en mélangeant, en prenant un peu de chaque. Mais je trouve que ce qui est intéressant dans tout ça, c'est toujours qu'on revient au cœur en fait de soi. Donc après, il faut trouver l'outil qui nous correspond, comme tu dis. Ouais, tout à fait. Et c'est vraiment cette démarche qui, pour moi, enfin, qui moi, me correspond, c'est-à-dire d'être passé du mental au cœur. Alors, le mental est très important, hein, c'est lui qui nous permet de faire les actes courants de la vie, de penser à respirer, de conduire, voilà, de se nourrir, de faire une activité, un métier quel qu'il soit. Et en même temps, le cœur, c'est vraiment ce qui fait vibrer le côté créativité. Il y a une manière très simple de le distinguer, c'est-à-dire quand on dit je dois, il faut que, on est dans le mental. Quand on dit j'ai envie de, on est dans le cœur. Donc on perçoit bien la différence. Quand on commence une journée, par exemple, vous êtes un week-end, vous vous réveillez, vous vous dites tiens, ah oui, il faut que j'aille faire les courses, que je remplisse le frigo, machin. Bon, ok, c'est à faire, mais c'est pas forcément très nourrissant, en tout cas nourrissant au niveau interne. Et par contre, quand on se pose la question en disant, ben, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire ce week-end? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Ah ouais, tiens, j'ai très envie, là, alors, pour prendre l'actualité, il faisait très mauvais, il y a eu beaucoup de pluie, etc. Là, il y a un rayon de soleil. Ah ouais, j'ai envie d'aller me balader dans la forêt, d'être au contact de la nature, d'entendre les oiseaux toucher les arbres. Voilà, on sent qu'on n'est plus sur la même façon de fonctionner. Il y a des choses qu'on a besoin de faire pour le côté quotidien. Et puis il y a aussi ce qui nous nourrit, ce qui nous fait vibrer, ce qui est dans notre créativité, dans notre cœur. Et effectivement, ça, c'est pour moi quelque chose de super important, qui fait que la vie prend du sens, que la vie a un côté, alors j'allais dire beau. Je vais parler de la beauté de la vie parce que on vit tous des expériences. On est là pour vivre des expériences sur Terre. Et bien évidemment, il y a des expériences sympas et des expériences moins sympas. On a tous des traumas, des machins, des choses dans la vie qui ont été, pour certains, vraiment très très durs. Des moments de bonheur qu'on peut partager soi-même à deux ou à plusieurs, une famille, des enfants, enfin tout un tas de choses comme ça. Et en fait, la vie est une succession d'expériences qui sont sympas ou pas sympas. Et pour moi, c'est au début, bah, les mauvaises expériences, ça m'a assommé, ça m'a vraiment fait mal. Et puis finalement, avec cette façon de voir les choses, d'évoluer, de voir ça de manière différente, eh ben, je me dis, OK, il y a des expériences, et puis celles qui sont compliquées, difficiles, de toute façon, on peut les surmonter, c'est-à-dire que toutes les expériences difficiles qu'on a, on arrive à en sortir, et il y a une leçon à en tirer, il y a des choses à apprendre, et ça nous permet d'intégrer des choses qu'on avait intégrées dans la vie. Donc finalement, oui, je parle de beauté de la vie, parce que même si tout n'est pas rose et que il y a des hauts, il y a des bas, et voilà. Et puis en ce moment, je suppose que comme moi, tu en vis pas mal. Globalement, je trouve que la vie est belle et c'est super sympa. Et donc ce côté nourrissant, c'est vraiment ce côté cœur, créativité, intuition, ressenti, émotion, qui fait que ça nourrit et ça donne envie de faire plein de choses. Oui, c'est ça. Et tout à l'heure, tu parlais de burn-out, ceux qui font justement des burn-out, des choses comme ça, quand on part sur un mal-être profond, hein, parfois, c'est souvent qu'on n'a pas justement écouté, alors que ça soit son corps, qu'on ait écouté ses ressentis, qu'on ait écouté les moments où on avait besoin de temps pour soi, de calme. Parce que c'est vrai que la société, enfin, en tout cas en France, je vais peut-être parler que de la France, je vais peut-être pas parler de tous les autres pays, parce que chacun a un système différent, même s'il y a des choses des grandes lignes qui se ressemblent. Mais d'être connecté à soi et de pouvoir sentir qu'on a besoin de moments de pause, de calme, là d'activité, là d'aller voir certaines choses et d'avoir ce temps, d'avoir cet espace, de s'accorder cet espace en fait, pour pouvoir le faire, nous évite justement d'avoir
des grands moments moi j'appelle ça des downs, des grands moments où on n'est pas très bien, même si parfois ces moments-là peuvent être justement, entre guillemets, une crise pour trouver autre chose et ouvrir cette porte, parce que comme je dis souvent, l'être humain a malheureusement besoin de souffrir grandement pour des fois se dire ah oui, mais en fait je peux peut-être faire autrement, pour avoir cet espace de vide où en fait il ne voit plus de solution avec justement son mental. Et là, il lâche prise. Et justement, on a cet état modifié de conscience où on commence à avoir l'intuition qui arrive. Et là, on se dit, ah oui, ah bah tiens, bah oui, je vais peut-être faire ça. Quel que soit ça. Mais du coup, c'est cette porte. Oui, et puis il y a des choses aussi plus... Enfin, tout se rejoint. Tu parlais de Jung tout à l'heure. Il y a plein de choses aussi qui ont trait à la psychologie, puisqu'on travaille aussi là-dessus, hein, sur la psyché humaine d'une manière générale. Et ça m'a fait venir un truc intéressant, c'est-à-dire que nous-mêmes, en vivant des expériences ou en les côtoyant, ça nous permet de les intégrer et après de pouvoir accompagner les personnes. J'ai eu l'appel d'une dame là, hier pour prendre un rendez-vous, et en fait, elle me disait que elle a eu des soucis physiques, donc col du fémur, poignet cassé, etc., etc., et qu'il y avait en discutant, si tu veux, on a vu qu'il y avait une certaine répétitivité, c'est-à-dire que grosso modo, c'était au mois d'octobre chaque année. Et ça m'a fait penser justement à une chose que j'ai, alors pas vécu directement, mais indirectement. Un jour où j'avais fait une constellation familiale, il y avait une personne qui avait des galères à chaque mois de janvier. C'est-à-dire la voiture qui tombait en panne, elle avait un problème physique, etc. Donc ça se répétait d'année en année. Et elle avait des galères au mois de janvier. Et en fait, en instruisant au cours de la séance, on s'est rendu compte qu'au mois de janvier, c'est là qu'était arrivée sa petite sœur. Donc avant, elle était super avec son papa et sa maman, elle avait l'amour et l'attention de chacun des deux. Et quand sa petite sœur est arrivée, sa mère est partie à la maternité, logique. Et puis son papa, il avait plein de choses à faire, donc elle a été placée chez ses grands-parents. Et elle s'est trouvée esseulée, isolée, abandonnée par son père, sa mère, par rapport à cet épisode-là. Alors ce qui nous paraît nous, très logique, puisque quand on sait comment ça fonctionne, qu'on ait été parent ou pas, enfin on voit comment ça se passe, que c'est une période particulière et que l'arrivée d'un enfant fait que ça chamboule le quotidien, et elle avait vécu véritablement comme un traumatisme et il y a eu un dysfonctionnement qui s'est mis en elle. Et donc le fait de le mettre en lumière lui a permis de le comprendre, de l'intégrer, de le transmuter, de le guérir. Donc c'est ça aussi qui est sympa, c'est-à-dire que moi qui ai eu cette expérience il y a 5-6 ans de cette constellation familiale, ça m'a refait la connexion hier avec cette dame qui m'a appelé, qui m'a sollicité pour qu'on se voit. Et voilà, donc c'est ça aussi qui est sympa, c'est-à-dire qu'il y a des ponts, il y a des connexions, et finalement le fonctionnement humain est à la fois simple et merveilleux et complexe. Et quand on s'y intéresse, comme toi et moi et d'autres personnes, quand c'est vraiment ce qui nous fait vibrer et ce qui nous plaît, on se rend compte que on trouve les mécaniques qui se mettent en place et on sent comment est-ce qu'on peut accompagner la personne en disant « Ah tiens, là j'ai détecté ceci et cela ». Alors ça amène un autre concept, c'est que d'une part, il y a deux concepts là dont je voudrais parler, c'est d'une part la position basse, c'est-à-dire que nous, en tant que thérapeute, on accueille la personne, on lui propose un univers propice à ce qu'elle-même accède à sa propre guérison. C'est-à-dire que moi, je considère que ce n'est pas à moi à lui dire il faut aller à droite ou il faut aller à gauche. C'est lui suggérer en lui disant tiens, il y a deux chemins, qu'est-ce qui serait bon pour toi, comment est-ce que tu sens les choses, et simplement fournir un environnement sécure, propice, dans lequel la personne va pouvoir avancer et aller chercher ce qu'il y a en elle. Que ce soit avec l'hypnose, l'écoute thérapeutique, c'est ce que je faisais aussi avec la respiration holotropique, etc. Ça, c'est super important. Et la deuxième chose, c'est laisser la personne faire les choses, parce qu'on ne peut pas les faire pour elle. Si la personne a une résistance ou un blocage ou est dans le déni par rapport à cette situation-là, c'est très très bien. C'est simplement lui montrer en lui disant voilà, on a mis le doigt sur quelque chose. Maintenant, si la personne, ce n'est pas le bon moment pour elle d'aller le visiter, on le laisse et c'est très bien parce que ça correspond à ce que la a à vivre à ce moment-là. On a montré à la personne ce qui se joue en elle. C'est le bon moment pour elle d'aller l'accueillir, tant mieux. Ce n'est pas le bon moment, ça se fera autrement, différemment, avec une autre personne, à un autre moment.
Oui. Et moi, ce que je trouve hyper intéressant, que ce soit dans les explorations, ils nous donnent plein de petites pistes, parce que moi, j'avais vraiment l'impression de faire du rébus ou des jeux de pistes au fur et à mesure qu'ils nous donnaient comme des indices, que ce soit pour moi ou pour ceux qui écoutaient. Mais en fait, c'est qu'on va commencer à amorcer un point. Et c'est-à-dire que justement, si on fait une séance et que la personne, elle est pas toujours prête, entre guillemets, ou pense ne pas être prête, parce qu'en fait, c'est toujours le bon moment. Vas-y, vas-y, je Je vais faire rebranchais mon ordi sur secteur. Parce que j'ai plus beaucoup de batterie, donc il fallait. Je t'écoute, je t'écoute. Donc voilà, en fait, bah voilà, comme là, on a des moments d'absence. En tout cas, il y a des moments où, où c'est ça, où en fait, on met le doigt du coup, sur peut-être un point qui va être important à aller travailler. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme, c'est à voir pour la prochaine fois. Et la prochaine fois, ça va peut-être le mois d'après, dans 2, 3 mois, peut-être dans un an, parce que la personne, elle dit, ah, OK, là, c'est bon, je suis prête. Mais c'est comme pour préparer, en fait. C'est, OK, on a vu le A, maintenant, on va aller voir le B qui va décocher pour pouvoir aller encore un peu plus s'ouvrir. Et je trouve que c'est merveilleusement bien fait, sans forcer. Ouais, ouais. Ce qui est très sympa aussi, c'est que des fois, on pense à une chose et il y a un sous-jacent qui apparaît auquel on n'avait pas pensé. Quelque chose pour reprendre les pelures de l'oignon, une pelure d'oignon qui est plus profonde. On se dit, bah voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, je sais pas, je manque de confiance en moi, etc. Je pense que c'est ça. Et en démarrant une séance, en la faisant, en fait, la personne et nous qui l'accompagnons, on se rend compte qu'il y a quelque chose de, de sous-jacent, de plus profond qui fait que. Et ça, c'est merveilleux parce que quand c'est remonté à la lumière, ça permet une prise de conscience de la personne de dire ah, mais oui, j'avais pas pensé à ça. Et rien que ça lui permet d'avancer énormément. Ça lui fait faire un pas de géant en avant. De Et géant. après, bah, tout le travail qu'il peut faire. Ouais. Et d'ailleurs, on le voit le avant et le après la séance. Mm. Alors, bien sûr, chaque séance, on le réceptionne différemment, mais il y a quand même un soulagement et un j'aurais pas pensé. Oui, oui, oui. Moi j'ai vu des gens comme ça, vraiment, ils étaient euh, très rayonnants à la fin de la séance. Bon, après il y a des fois aussi où la personne peut retomber après dans son état, entre guillemets, précédent. C'est, c'est juste pour dire que on n'a pas de baguette magique. Les choses se font comme elles se font. Il y a des fois où il y a vraiment des moments de libération et des choses qui sont waouh, magiques et la personne touche du doigt quelque chose de très très beau. Il y a d'autres fois où, en le touchant, ça a besoin d'intégration, de maturation dans son fonctionnement. Et le changement n'est pas immédiat, c'est pas une baguette magique, c'est pas quelque chose qui va faire que la personne du jour au lendemain va passer d'un état compliqué à un état radieux dans sa vie. Voilà. En général, les gens, enfin, nous, on vit tous des traumatismes qui prennent leurs racines il y a un certain temps dans notre enfance, etc. Donc, comme ces traumatismes sont là depuis longtemps, c'est pas en un coup de baguette magique, enfin en une prise de conscience que les choses vont changer. C'est aussi une question de changement de la manière dont on voit les choses, dont on les ressent, de comportement. Donc il n'y a pas non plus de baguette magique qui fait que. Enfin, des fois il y en a, parce qu'il y a des trucs qui vraiment. Moi, ce que j'ai vécu là, l'été 2015, c'était waouh, vraiment quelque chose, paf, qui a été un déclencheur pour autre chose. Après, dans d'autres sujets, dans d'autres contextes, ça peut prendre plus de temps. Et il y a des personnes bah, qui ont besoin de temps, qui ont besoin d'intégrer, et ça, c'est complètement respectable. Ça. Alors moi, je dis toujours que il faut surtout voir comment on le sent, parce que des fois, il y a une séance, comme tu dis, ça va suffire. Et puis, il y a une séance où, hop, on va mettre le doigt sur autre chose et on sent qu'on a besoin de continuer un peu le chemin. Après, comme je le dis souvent, le but, c'est pas d'aller en thérapie tout le temps, c'est pas d'aller voir quelqu'un tout le temps, mais surtout quand on sent l'appel, parce qu'il y a des moments, on a besoin aussi de temps de pause, d'intégration, qui pourra nous prendre selon chacun, ça peut aller de quelques jours. Moi, je sais que j'ai fait des séances où, waouh, juste après, ou même pendant la séance, je prends conscience de certaines choses et je me dis, waouh, quand même. Et puis, des fois, ça peut être dur. Et dur à entendre aussi, parce que bah, même que ça soit dans la matière, j'ai toujours envie de dire ça, mais les deux sont reliés, hein, que ça soit dans la matière et dans l'invisible, quand ils nous disent, quand on sent des choses sur lesquelles, bah, parfois ça joue un peu avec notre ego, ou par rapport à ce que nous, on a pensé comme ce qui était correct, ou bah, on fonctionne comme ça, quoi, donc bah, pourquoi ça changerait pour plein de raisons.
à ce moment-là, on arrive à voir que, ben, en fait, non, il y a une autre façon de fonctionner et que finalement, effectivement, il va parfois nous falloir un peu de persévérance, surtout quand on a des schémas qui sont installés depuis très longtemps, d'en sortir. Et là, ben, encore une fois, ça va dépendre de notre résilience, de notre état, quelque part, j'ai envie de dire, mental, mais là, vraiment, au niveau psyché, et pas seulement... enfin, il y a plusieurs choses, en fait, pour moi, qui se jouent à ce niveau-là, que ce soit neurologique, etc. Et c'est pas forcément lié qu'à la volonté de vouloir en se disant, on va changer. Et donc, la volonté, ça va déjà donner un coup de pouce, mais c'est pas que la volonté, c'est pas que avec il y a des choses qui vont s'éclairer et changer du jour au lendemain. Oui, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le côté conscient et le côté inconscient. Et quand on sait que c'est l'image de l'iceberg, c'est-à-dire que le côté conscient n'est que la partie immergée et que l'inconscient représente la majorité de ce qui est sous la surface visible, ça montre bien qu'on est des êtres très, très évolués, très développés et qui en même temps avons un mode de fonctionnement complexe et tout ça, on n'en a pas conscience dans notre quotidien. C'est-à-dire que si on fonctionne en mode, entre guillemets, automatique, métro, boulot, dodo, c'est pas on n'a pas cette conscience-là. Donc c'est ça aussi, c'est de vraiment se poser des questions, de sentir qu'il y a autre chose qui nous anime ou qui nous perturbe, et de faire vraiment cette démarche-là, de se dire bah, j'ai envie de changer les choses en moi. Ça ne se fait pas non plus, comme tu dis, forcément rapidement. Et après, bah, il y a tout un tas d'accompagnateurs, de thérapeutes, d'outils qui font que, et je te rejoins, il y a pas, pour moi, on passe aussi par des phases et des besoins à certains moments de notre vie. Moi, par exemple, j'ai fait de la biodanza pendant une année complète, c'était génial. Maintenant, j'en ai plus du tout l'envie et le besoin, quoi. C'est quelque chose, je suis passé par là et j'évolue vers d'autres choses. Donc, voilà, il y a tout un tas de choses aussi comme ça qui font partie de la vie et ce qui est très intéressant et très chouette. Enfin, en tout cas, moi, voilà, il y a des gens qui font des métiers par lesquels ils sont passionnés. Moi, par exemple, la comptabilité, c'est un truc que je n'accroche pas. Et il y a des gens qui sont passionnés. Donc, chacun son rayon. Dans mon domaine, je trouve ça vraiment merveilleux et super intéressant. Oui, c'est en ça aussi qu'on est, bah, du coup, comme assez complémentaires. Chacun a son domaine de prédilection et c'est très bien comme ça parce qu'on, pour l'instant, en tout cas, je le dis comme ça, on ne peut pas être sur tous les fronts. Peut-être que quand on aura vraiment plus de corps ou assez éthéré, on pourra être. Voilà. Mais là, comme on est en train d'expérimenter cette vie-là et à cette époque-là, bah, on sait qu'on a besoin de temps, quoi, et d'outils, entre guillemets, pour pouvoir avancer. Ouais, et tu vois, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'aller au-delà du simple contact avec des gens. Bon, après, tu sais, on parle de feeling, il y a des gens avec qui on a du feeling et d'autres pas. Mais quand je rencontre quelqu'un, bien sûr, il y a le côté bonjour, machin, convention, etc. Et puis, on a tous mis en place des carapaces, hein, par rapport au dysfonctionnement qu'on a vécu dans la vie plus jeune. On a tous mis en place des carapaces, des codes sociaux, etc., qui font que quand on rencontre quelqu'un, on ne va pas se dévoiler. Et c'est très bien. En même temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller au-delà. C'est-à-dire, quand je rencontre quelqu'un, c'est de percevoir au-delà qui elle est, quelles sont ses failles. Parce que, effectivement, en ayant des failles, ça montre bah, qu'on va vers ce travail-là, ceci, cela, et qui on est. Et mon retour d'expérience, c'est que au départ, moi, j'étais quelqu'un de très, bah, avec beaucoup de carapace, de très tendu, de très taiseux, et je voulais pas me dévoiler. Et au fur et à mesure que je l'ai fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, finalement, plus j'expose mes failles, alors bien évidemment dans un environnement bienveillant, hein, on est d'accord, je ne vais pas aller sur la place du village pour clamer ça, mais je veux dire, quand je suis dans un week-end, une formation, là je fais par exemple une formation Tantra cet été, il y avait un environnement bienveillant, et quand c'est bienveillant qu'on est accueilli, je trouve que plus on s'exprime soi-même, plus on, on- on expose nos fragilités, nos dysfonctionnements, nos failles, plus derrière, c'est guérisseur, ça permet de se guérir. Donc plus on s'explose, plus on gagne, plus on guérit, plus on récupère. Et finalement, ce fonctionnement-là est génial, même si au départ, je ne pensais pas du tout à ça. Et c'est quelque chose de merveilleux. Encore une fois,
c'est pas faire avec n'importe qui, n'importe comment, n'importe où. C'est vraiment quand on est accueilli en tant que tel, sans jugement, dans un environnement bienveillant, avec des gens qui sont là pour expérimenter la même chose que nous. Alors il y a des gens qui encadrent, qui accompagnent, puis d'autres gens qui expérimentent. Et vraiment, cette mécanique-là, elle est merveilleuse, quoi. Ce qui est entre guillemets contre-intuitif par rapport à notre vie moderne, occidentale. Parce qu'il y a d'autres peuples, par exemple en Asie, qui ont un rapport, par exemple, je parlais du tantra, donc qui est basé sur un contact avec la peau et justement une forme de thérapie par le toucher, par le massage. En Asie, c'est super normal pour eux de se faire masser, de se toucher, etc. Nous, en Europe occidentale, oh là là, déjà là, tu vois, avec ce qui s'est passé récemment, on ne se fait plus la bise, mais alors se toucher, même se faire un hug, un câlin, moi je trouve ça génial, mais il y a plein de gens pour qui c'est pas forcément simple. Donc voilà, il y a tout un fonctionnement qui est différent, et je trouve que quand on passe ce pas, il y a vraiment un gain. C'est pas le terme exact. Enfin, dans le beau comté des chances, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une potentialité, un gain qui se place en nous, qui est vraiment super, super intéressant. Encore une fois, c'est un cheminement long, hein, puisque là, ça se fait pas. Moi, je l'ai pas fait en 2015, hein, je l'ai fait beaucoup plus récemment. Donc, c'est aussi tout un cheminement qui fait que. Oui. Mais en fait, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que ça me rappelle une chose qui nous ont répété je ne sais pas combien de fois dans les séances où ils nous disaient mais soyez vous-même et exprimez-vous. Et en fait, je me rends compte qu'effectivement, en se libérant de notre propre parole, en libérant justement, comme tu dis, nos failles, etc., on est aussi accessible aux autres et les autres aussi osent du coup ouvrir et parler. Et je pense que c'est le plus beau chemin. Alors, c'est pas toujours évident, tu vois, hier, je me faisais un petit... parce que des fois, il y a des choses qui me viennent quand je marche, parce que c'est, moi, des fois, ma forme de méditation où je marche, et il y a des choses qui viennent parce que, justement, je laisse venir. Et c'était ça, c'était qu'il y a eu un moment où je me suis cachée aussi, où j'ai eu... où je me disais, enfin, je n'osais même pas dire, en fait, que j'étais, même si ma conscience me dit, je n'osais pas dire parce que ça me faisait peur. Comme toi, je sortais d'un monde plus rationnel, on va dire. Et pareil, j'avais pas envie d'aller crier ça sur la place du village, tu vois. Je me disais, bon, comment je présente ma pratique aux personnes, comment j'en parle, etc. Et finalement, à un moment, j'en ai parlé comme allant de soi. Et maintenant, j'en parle plus facilement encore. Alors, bien sûr, encore une fois, c'est quand on me pose la question, alors qu'avant, je n'aurais pas répondu tout de suite, ou j'aurais dit thérapeute, au sens large. Et puis maintenant, j'ose expliquer un peu plus. Et finalement, peut-être que certaines personnes vont être tout de suite dans l'écoute et vont dire « Ok, ça m'intéresse ». Et puis il y en a d'autres, non, qu'est-ce que c'est que ça? Et en même temps, quand on fait des petits tests ou des petites choses comme ça, après, on n'est pas un phénomène de foire. Hein. Le but, c'est pas d'aller dire « Allez, tiens, on va tester ». Mais du coup, les personnes peuvent être étonnées et se disent « Ah oui, ok, là, bon, il y a peut-être quelque chose, effectivement. Mais c'est juste ouvrir la porte. » Ou entrebâiller, du moins. Et peut-être qu'elle continuera avec moi, avec quelqu'un d'autre, avec toi, peu importe. De toute façon, c'est pas le plus important. Et en fait, c'est ça qu'ils nous disent par allez-y, soyez vous-même, osez en parler, osez dire. Et c'est vrai que quand ils nous disaient, ça paraît simple. Mais comme tu dis, c'est tout un processus. Il y a souvent plein de choses comme ça qui paraissent simples. De même, quoi, quand nous, on détecte quelque chose chez l'autre, moi, souvent, je le dis, je dis, ouais, c'est ça, c'est A plus B, ça fait C. Après, je dis, c'est très, très simple à dire, c'est beaucoup moins évident à l'intégrer, à le mettre en œuvre. On est bien d'accord. Là, ça me faisait penser, tu sais, à être vraiment soi. Et je trouve que c'est génial. Et justement, tout ce cheminement que j'ai fait et que je continue à faire, parce que c'est infini, c'est vraiment pour moi, de me centrer sur moi. Et je sais que tout est en moi. Tout l'amour dont j'ai besoin est en moi et tout est en moi. On reviendra juste après sur la notion d'amour. Et ça permet de se détacher du regard de l'autre, ce que tu disais. C'est-à-dire que, par exemple, que ce soit sur notre métier, notre pratique ou tout un tas d'autres sujets, avant, moi, j'étais sensible, comme beaucoup de gens, au regard de l'autre. C'est-à-dire que quand tu es en société, alors travail, famille, amis, etc., tu fais attention à ce que tu dis et tu as tendance à essayer de s'accorder avec l'autre. Il y a eu tout un tas d'études psychologiques comme ça qui ont été faites, assez marrantes. Alors que maintenant, je dis qui je suis, je m'affirme beaucoup plus. Et si la personne n'est pas d'accord ou par rapport à qui je suis ou ce que je dis, etc., mais ça me touche presque pas. Je dis,
Tu sais, c'est les accords Toltec, hein, les 4 accords Toltec. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment. Moi, ça a été un point d'entrée merveilleux pour moi. Donc, le deuxième, je crois, c'est ça, c'est ne fais pas attention. Là, si tu veux. Pardon? Je les ai en plus. Juste. Enfin, ne tiens pas compte de ce que disent les autres, quoi. Tu vois, je me souviens plus l'intitulé exactement. Enfin, c'est ça, c'est-à-dire que le regard de l'autre lui appartient et il se comporte en fonction de ses propres filtres et de ses propres croyances. Donc, c'est pas parce que moi je dis quelque chose et que lui me répond, par exemple, de manière négative ou agressive que ça lui appartient, quoi. Ça m'appartient pas à moi. C'est comme un jour le Dalai Lama qui prenait un exemple comme ça, qui disait, bah, si tu donnes un cadeau et que la personne ne veut pas ton cadeau, à qui appartient le cadeau? Bah, à toi. Donc, si tu es agressif et que tu envoies un pic ou de l'agressivité à la personne et que la personne ne se sent pas concernée, bah, ça t'appartient à toi. C'est exactement la même chose. Donc, ouais, le fait d'être vraiment soi-même et de se sentir en phase avec qui on est et enlever de plus en plus ces filtres, ces carapaces qui font qu'on joue un rôle, c'est beaucoup plus libérateur, c'est beaucoup plus serein parce que tu dépenses moins d'énergie à jouer un rôle et puis bah, l'autre te dit un truc, bah, ok, mais ça t'appartient mon gars, ça m'appartient pas à moi. Si t'es pas d'accord parce que la terme tourne pas rond, bah écoute, ok, moi c'est toi, ça t'appartient, ça m'appartient pas à moi. Et si tu me dis quelque chose qui te convient pas, bah ok, c'est pas à moi. Donc le deuxième accord Toltec de mémoire à revoir. Voilà. Alors là, je pourrais pas tous les citer, mais c'est vrai que c'est un merveilleux livre. Alors je ne sais pas si on va voir, en tout cas. C'est assez flou. C'est ne rien à titre personnel. Les 4 accords Toltec, la voie de la liberté personnelle, Don Miguel Ruiz. Moi, je sais que ça a été. Alors, je peux te le dire là, du coup, le premier accord Toltec, c'est que votre parole soit impeccable. Voilà, bah, sois toi-même. Voilà. Ne prends rien à titre personnel. Ça, ça me revient. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Le 3e, ne faites pas de suppositions. Voilà. Le 4e, faites toujours de votre mieux. Et si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il y en a un 5e, mais dans un autre. Il y en a un 5e que je n'ai pas retenu. Et oui, alors ne fais pas de suppositions aussi, c'est génial, parce que ça nous est tous arrivé. Hein. Si je prends, par exemple, le sentiment amoureux, en se disant, alors ce qui me concerne, hein, parce que je suis un homme, elle est mignonne, est-ce que je vais la voir, est-ce que ceci, et puis on se fait plein de films, et finalement ça nous coupe dans l'action, alors que finalement, bah, essaye, vas-y, j'y vais, ça marche pas, et puis c'est tout. Et puis le dernier, le 4e, ouais, fais toujours de ton mieux, bah, c'est ça, et ton mieux évolue chaque jour, c'est-à-dire que mets-y tout ton cœur quand tu fais quelque chose. Et tu t'aperçois que c'est ce que tu fais à l'instant T. Tu fais de ton mieux. Alors, c'est pas forcément extraordinaire ou très bien vu par d'autres personnes, mais c'est pas grave parce que tu t'améliores au quotidien, toutes les expériences font que, et tu fais de ton mieux. Et vraiment, ouais, je reviens sur cette histoire de ma découverte. Et un des premiers éléments, ça a été ça. Ça a été les 4 accords Toltec. Et j'ai trouvé ça vraiment très percutant. Très simple, très beau, très magique. Donc, ouais. Ben, c'est très simple et c'est, je trouve, assez. Moi, je sais que je n'avais pas tout lu et d'ailleurs, en le ressortant, je me dis qu'il faudrait que je le relise, enfin que je le lise tout court aussi, parce que j'ai beaucoup de livres dans ma bibliothèque où, je ne sais pas, je suis un téléchargement de livres, je sais pas. Et en fait, j'arrive souvent à avoir l'information en fait, qu'il faut. Mais des fois, ça fait aussi du bien de relire. Pour réintégrer justement certaines choses, parce qu'on peut oublier, hein, on sait, hein, on a une mémoire, mais on oublie aussi certaines choses, ce qui est normal. Mais c'est surtout intéressant. En plus, j'en ai un autre, moi, qui m'a été très aussi utile à un moment. Bon, je ne vais peut-être pas tous les montrer, puisqu'on ne voit pas trop. Mais ça a été Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux. Oui. Il a fait partie de mon chemin aussi. Paulo Coelho aussi. Ouais, mais celui qui a été un peu ma bible de chevet, c'est James Redfield, La prophétie des Indes. Alors moi j'ai toute la collection, donc on a la prophétie. Mais en fait, il y a ensuite la 10e prophétie et le secret de Shambhala. Voilà. Et c'est vraiment... déjà, je trouve que dans la prophétie des Indes, le premier, je trouve que déjà, on résume assez bien tout ce que l'on sait là, nous, aujourd'hui aussi. Mais c'est vraiment intéressant parce que du coup, on a déjà toutes les clés. Et après, c'est mettre en pratique. Donc, et s'accorder du temps et de l'amour.
Et dans cet amour, il y a l'estime de soi, justement, la confiance en soi. En ce moment, ça m'a parlé énormément cette année, en plus 2023. Et c'est très fort parce que du coup, dans l'amour, il y a tout ça. Et plein d'autres choses aussi, d'ailleurs. Mais en résumé, je résume là. Ouais, je reviens juste sur les bouquins. Il y en a un deuxième aussi que j'avais lu à l'époque, que j'avais trouvé génial. C'est « Et il me parla d'un cerisier, de poussière et d'une montagne », quelque chose comme ça. Le début, en tout cas, c'est ça. Et ça parle de quelqu'un qui, en fait, ne vit que des situations où il a peur, alors qu'en fait, la peur n'est que dans son mental et la peur n'est pas réelle. Et j'avais trouvé ça génial. Il n'est pas très très long en plus, il n'est pas très épais. Je ne sais pas s'il est très connu. Et pour moi, ça avait été un vrai déclic en me disant, ben oui, finalement, la seule vraie peur qu'on peut avoir, enfin, c'est la mort. C'est-à-dire, on est face à un animal sauvage, euh, un tigre ou un truc comme ça. Là, oui, on peut avoir vraiment peur. Mais sinon, toutes les autres peurs, peur de manquer d'argent, peur de se dire, oh là là, si je lâche ce boulot-là, qu'est-ce que je vais avoir derrière, peur du sentiment amoureux, peur de... Enfin, il y a plein de choses comme ça. Les projections. Voilà, on se rend compte que finalement, à la fois, comme tu dis, ce sont des projections, et puis d'autre part, une fois qu'on les expérimente, qu'on vit, bon, ça peut ne pas être agréable, hein, on est bien d'accord, mais on s'en sort toujours. Et c'est waouh, tu te dis après coup, il n'y a pas à avoir peur. Allons-y, profitons de la vie, expérimentons, allons de l'avant. Et ça a été vraiment un bouquin, et il me parla d'un cerisier, de poussière et d'une montagne, un truc comme ça. Et c'était magnifique, magnifique, parce que ça m'a vraiment montré que les peurs sont intérieures et elles ne sont pas véritablement réelles. Et en plus, bon, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, on nous met dans un système de peur bien ancré en disant attention, vous allez avoir des coupures de courant, de ceci, de cela. Euh, non, 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 moi je continue. D'ailleurs, j'ai coupé les infos depuis 3-4 ans, je regarde plus et je suis en moi, dans mon intériorité, et je fais ce qui me plaît, je fais ce qui me correspond, je fais ce qui me nourrit, et le reste, voilà. Enfin bref, voilà, c'était une parenthèse. Pour Je suis parler du comme deuxième toi. bouquin. Ça fait 3 ans, pareil, que je n'écoute plus les infos, je ne sais même plus la météo. Moi, je regarde la météo ou je demande intérieurement quel temps il va faire. Voilà. Et puis voilà. Non, mais c'est vrai qu'on nous fait vivre dans un système de survie, de peur en permanence, et du coup, qui crée de la survie. Et en fait, l'air de rien, on ne se rend pas compte, mais ça crée aussi énormément de stress, de toxines en nous, etc., qui nous empêchent en fait de nous rendre compte qu'on est totalement libre. Et quand je dis ça, je sais aussi que ça peut être violent d'en prendre conscience parce qu'on a plein de choses. J'en ai fait l'expérience il y a encore quelques jours, donc je m'en rends encore compte qu'il y a plein de choses en fait sur lesquelles on s'enferme, on se dit on ne peut pas. Alors qu'en vrai, on peut. Bien sûr. Et nous, on est déjà bien avancé sur ce chemin-là et on a encore des choses à faire. Donc effectivement, pour des gens qui, entre guillemets, partent de zéro, il peut y avoir un gap, un delta important et ça peut être choquant de... Voilà, après, moi, je suis très confiant dans la nature humaine et on peut y arriver, on y arrive, c'est un chemin merveilleux. Et je suis toujours très bienveillant, d'une manière générale, et vis-à-vis de ces personnes-là, parce que je me dis, moi aussi, il y a 10 ans, il y a 20 ans, j'étais comme ça. Donc, pas de jugement. Et puis, on a tous expérimenté. Alors là, on va ouvrir un autre volet qui est l'âme et l'incarnation dans différents corps. Pour ceux qui y croient, moi c'est mon cas, et on a tous vécu dans d'autres vies, anciennes ou parallèles, des rôles sympas, pas sympas, on a tous été bourreaux, victimes, sur le bûcher, sorciers, sorcières, voilà, gentils, pas gentils, etc. Donc voilà, il y a pour moi beaucoup de tolérance et on forme une grande communauté, une grande unité des êtres humains et des êtres vivants de manière plus large sur Gaïa, qui fait que voilà, on vient pour expérimenter et on peut tous aller vers une version meilleure de nous-mêmes en avançant et en faisant des choses. De toute façon, même je sais, même s'il y a des moments où on peut en douter, et moi j'en fais aussi partie, hein, il y a des moments où on est fatigué, où on se dit mais c'est quand qu'on va y arriver, etc. Moi je sais que quand j'ai commencé, c'était bon, on y va, allez, on va aller tous se libérer. Et alors avant que je commence l'hypnose, hein, moi je parle vraiment avant, où je me disais non mais c'est bon, là, on va sortir de ces schémas-là, on va y arriver, etc. Mmh. Il y a des moments où on perd aussi un peu confiance, sauf que Yin, et je me rends compte aussi encore aujourd'hui, j'y pensais ce matin, où en fait tous les petits pas que l'on fait vont aider.
même si on n'en a pas conscience, et peut-être que ça va être un tout petit pas pour nous, et qui vont aider d'autres personnes, et que ça va prendre peut-être 20 générations, mais n'empêche qu'à un moment, on a un nouveau système, comme nous, aujourd'hui, on a entre guillemets, une démocratie, on pourra dire tout ce qu'on veut aussi dessus, c'est pareil, hein, mais on vit dans un minimum de confort, où on a quand même de la culture, de l'éducation, même si elle est escalée, peu importe, on a quand même certaines choses qui nous sont apportées pour un mieux-être. Puis après, c'est pareil, c'est une béquille pour s'aider à comprendre encore une fois qu'on peut tout faire intuitivement en sachant que ben voilà, on a tout en nous, cet amour inconditionnel dont on parle si fort, et si longtemps, que ce soit nous dans les séances, hein, peu importe, mais c'est là. Et effectivement, il y a des choses, on peut sentir un décalage. Comme toi, il y a certaines. Moi, je sais que on parlait notamment de reptiliens. Il y a des choses, ça me semblait totalement, voilà. Et encore, je dis ça, c'était vraiment il y a encore récemment. Hein, c'était encore il y a 2 ans, avant qu'il me fasse aussi travailler dessus. Et je me disais non, mais c'est bon, on va sortir de ces théories un peu fumeuses. Et il y a des choses qu'on entend. Tu vois, comme tu disais, quand cette personne te parlait et te disait ça me met en joie. Et bien maintenant, ce terme-là, tu l'utilises. Ouais. Et ce que tu disais, c'est le colibri de Pierre Rabhi, c'est-à-dire que chacun fait, voilà, on ne peut pas révolutionner le monde, mais chacun en faisant sa part, on améliore petit à petit et ça prend de l'ampleur et de la collectivité. Moi, je vois hein, si on reprend l'historique, tout ce qui est holistique, il y a 15-20 ans, on n'en entendait pas parler, c'était très très rare. Alors il y avait un peu d'acupuncture, moi j'en ai fait, après ça a été les soins Reiki, et là on voit qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus divulgué, il y a beaucoup plus d'outils, de techniques, et il y a de plus en plus de personnes qui viennent choses-là. Alors, avec un déséquilibre homme-femme, je trouve, hein, il y a beaucoup de femmes qui sont très spontanées, très ouvertes à ce genre de choses-là. Pour nous, les hommes, c'est moins évident. Il y en a moins. Bon, après, c'est juste comme ça. Et puis, ça va se mettre en place, notamment avec les nouvelles générations, les enfants arc-en-ciel, etc. Enfin, voilà, c'est assez sympa. Voilà. Et tu disais, pour terminer, le mot de la fin, l'amour, c'est un sujet dont tu voulais Ah, ça y est, on parler. coupe. Remarque, oui, après, on aurait tellement de choses à dire. Oui, oui, l'amour, c'est vraiment. Moi, ma référence, pour ceux qui connaissent, c'est le film de Colin Serrault, La Belle Verte. Voilà. Où, justement, les gens sont dans leur cœur, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent en étant dans cet amour. Alors, je parle de l'amour universel, hein, c'est ni un amour. Enfin, il n'y a pas de manipulation ni d'intention dans ce fonctionnement, et il n'y a pas un côté sexuel, c'est-à-dire que je suis un homme et je suis attiré par une femme, ou inversement, ou homosexuel, etc. Enfin, je veux dire, après, chacun son truc. Euh, c'est vraiment de l'amour universel, et ce film-là, pour moi, traduit bien l'état d'esprit qui, moi, me correspond et correspond à pas mal de personnes. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tout ce fonctionnement qu'on nous propose de compétitivité, ne serait-ce qu'à l'école, où on a un classement des notes, etc., où on nous propose toujours plus parce que le dernier téléphone est sorti l'année suivante et remplace l'ancien, il faut acheter, ou avoir la dernière voiture, ou le dernier ordi, ou machin, etc. Moi, c'est quelque chose qui me correspond plus. Et vraiment, ce qui me plaît, c'est ce côté nourrissant, c'est ce côté cœur, c'est de quoi j'ai envie, et ce côté amour universel. Alors, après, ça se met en place dans certaines conditions, dans certains environnements. Je vous dis, si j'ai une réunion un week-end dans un cercle bienveillant, bien sûr que ça va être très important. Si après, je vais aller acheter ma baguette de pain, forcément, ça va être beaucoup plus limité. Donc, c'est aussi adapté en fonction des actes de la vie quotidienne. Globalement, je trouve ça vraiment la tendance qui m'anime et qui nous anime à beaucoup, d'aller vers ce côté, je t'accueille, toi, tu es différent, et c'est très bien, et on a des choses à partager, et on peut se placer de plus en plus dans une relation d'âme à âme, de cœur à cœur, pour trouver des éléments communs et faire avancer les choses, et aller vers cette unité, vers cet amour qui fait que finalement, c'est vraiment la chose qui pour moi nous anime au fond de nous, au fond de qui on est tout au bout. C'est oui, l'amour universel, et qu'est-ce qu'on peut. Pourquoi on est là sur Terre, c'est pour ça, quoi, pour vivre cet amour et le répandre et l'échanger. Après, tu parlais de cadre pour avoir cet amour. J'aurais envie de dire oui et non. Tu sais que j'aime bien les oui et non. Ça coexiste. Oui, parce que c'est vrai que pour l'instant,
C'est pas forcément selon l'endroit où on est, selon la famille où on est, etc. Et aussi, enfin bref, c'est plus ou moins adapté. On se sent assez à l'aise, accueilli pour justement pouvoir le faire. Et puis en même temps, j'ai envie de dire, c'est semer aussi un peu d'amour autour de soi et ça peut prendre plein de formes différentes, que ça soit, et tu me l'avais dit déjà dans un exemple où tu vas donner un conseil à quelqu'un dans la rue qui va demander quelque chose et justement tu lui ouvres un petit peu les portes. Alors, je ne sais pas si tu vas t'en souvenir, mais c'était quelqu'un qui t'avait abordé, qui t'avait demandé de l'argent et tu lui avais donné une petite astuce pour voir. Voilà. Ouais. Voilà. Et bien, rien que ça, c'est de l'amour. Ouais, tout à fait. Voilà, et juste d'aider une personne qui a un peu de mal à monter l'escalier, porter ses courses, ou lui parler ou tenir la main à quelqu'un pendant que il a besoin d'aide, par exemple, ou appeler le SAMU, peu importe. Mais en fait, c'est aussi déjà une forme d'amour, et c'est aussi ne plus être que dans son, comment je pourrais dire ça, dans sa bulle un peu métro boulot dodo où on ne voit rien, entre guillemets, à part la route qu'on doit faire. Mais c'est ouvrir un petit peu, rien que ça déjà, ouvrir un petit peu autour de soi en se disant, bah tiens, regarde, là, il y a un oiseau qui se pose sur la branche. Bah là, il y a une mère avec son enfant, un père avec son enfant, un père avec son chien. Ça, peu importe. Mais tout ça, c'est déjà aussi un petit peu ça. Et comme tu parlais de la beauté, moi j'appelle ça aussi la beauté, la poésie dans la vie, où on se rend compte que finalement l'amour est partout. Et c'est réussir à petit à petit à faire grandir ça. Alors bien sûr, hein, c'est pas évident. Encore une fois, c'est un processus. On arrive à ouvrir de plus en plus, mais c'est mettre le doigt dessus à chaque fois de plus en plus en conscience. Et c'est là aussi qu'on fera le chemin pour amorcer ce changement. Alors après, ce que je tiens à ajouter, c'est qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Parce qu'il y a des gens comme ça qui peuvent nous dire, mais c'est utopiste ce dont vous parlez. Euh, pour moi, non, je vais au-delà. C'est pour ça aussi que je parlais d'adapter en fonction du contexte. Mais Oui, tout à globalement, fait. je suis d'accord avec toi. On est dans notre cœur et après, soit on sème une graine, soit on répand de l'amour de manière plus importante. Ça dépend aussi comment le contexte est propice ou pas, si le contexte est propice ou pas, si les personnes sont plus ou moins réceptives. Mais dans tous les cas, on sème une graine et c'est toujours très sympa. Et voilà, donc pour moi, c'est pas du tout utopiste, c'est pas du tout quelque chose d'inatteignable. Et bon, ça pourra faire l'objet d'un autre rendez-vous. Il y a ce côté-là aussi de certaines lois de l'univers qui disent que finalement, on peut manifester ce qu'on vibre vraiment. Et pour moi, c'est ça. Et je l'expérimente. Alors, pas comme un être éveillé comme Ama, par exemple, j'en suis pas à ce niveau-là, ou Mermera. Et ceci dit, en étant dans cette démarche-là d'être centré sur son cœur, l'amour, vraiment, ça se met en place dans ma vie de plus en plus. C'est ce que j'expérimente et je trouve ça vraiment très sympa. Donc pour moi, c'est pas une utopie, c'est vraiment quelque chose qui est réel, accessible et accessible par chacun de nous, quoi. Je veux dire, il y a pas de prérequis, il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas d'obligation. Voilà, c'est vraiment si vous sentez, ça sera ma conclusion à Voilà. tous les gens qui nous regardent et qui vont nous regarder. Si vraiment vous sentez cet appel du cœur, allez-y, vous verrez que c'est vraiment merveilleux et c'est accessible. Il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de choses à avoir ou ne pas avoir. On a tous ça en nous. C'est juste une question de le recontacter parce qu'on a tous cet immense potentiel et cette immense lumière en nous. Voilà. C'est très juste. Et en fait, je parlais entre guillemets, de la source qui nous parlait justement de l'amour, de cette désidentification pour retourner à cette unité de l'amour, ce coin neutre, cet espace neutre où justement on a accès à tout. Et c'est juste un processus en fait de compréhension, d'ouverture, même si on ne comprend pas, mais d'ouverture. Et en fait, c'est ça le chemin. Donc, encore une fois, osons, petit à Ouais. petit, mais osons. Alors, je voulais juste rajouter que l'hypnose qu'on pratique, toi et moi, et d'autres personnes, c'est justement un outil qui permet d'accéder à ces vies antérieures ou parallèles dont je parlais. Et c'est vraiment très très sympa parce que moi, la première fois que je l'ai découvert, je me disais c'est quoi ça? Maintenant, je l'ai intégré complètement. Donc, typiquement, dans une séance, ce qu'on appelle le plateau thérapeutique, c'est-à-dire la période où on vit véritablement l'expérience d'expansion de conscience. Il y a deux phases. Il y a une première phase où on explore des vies qu'on a déjà vécues et qui est très très sympa, en lien avec la vie actuelle. Et après, une deuxième partie qui est un échange avec
notre conscience supérieure, notre moi profond, notre partie divine, notre intériorité, vous appelez ça comme vous voulez, et qui permet de répondre à des questions qu'on se pose et d'avoir des éclairages, des guérisons, des contacts avec des défunts, etc., etc. Donc vraiment, oui, ce côté vie autre, dont on pourra reparler lors d'une autre séance, c'est vraiment quelque chose qui est aussi très très sympa et qui ouvre un champ des possibles beaucoup plus grand, un champ d'expérimentation beaucoup plus grand plutôt que de possible. C'est vraiment de l'expérimentation et du réel. Et c'est génial, quoi. Voilà, c'est ça, et c'est un peu, j'ai envie de dire, une autre étape de l'éveil, et tu parlais de l'éveil spirituel, ça, pour moi, enfin, peut-être qu'on peut englober du coup dedans, mais justement de tout ce côté invisible, et de se rendre compte que l'invisible est aussi ancré dans le visible, même si des fois on en doute. Moi, ils m'ont tellement dit, et après ils m'ont montré des exemples concrets, donc j'ai bien compris à la suite. Mais c'est vrai que finalement, on est juste en train de matérialiser ce qu'ils nous transmettent, ce que l'on sent. Et quand je dis sur les plans supérieurs, c'est nous aussi. Hein. C'est notre conscience plus élevée qui vient. Le divin est en nous, hein. Le divin est en moi, le divin est en toi, en chacun de nous. Et juste, je précise que ce qu'on disait en préambule de la séance, c'est qu'il y a des gens qui sont aussi dans leur cœur en étant beaucoup dans la matière, quoi. Il n'y a pas besoin forcément d'être spirituel ou éveillé pour être dans son cœur. Je connais plein de gens, moi, qui agissent comme ça. Donc voilà, c'est vraiment après très personnel. On peut être plus ou moins éthéré. Vraiment, le truc, c'est d'être dans son cœur. Et il y a plein de gens qui sont dans leur cœur et qui sont vraiment dans la matière et dans l'action. Et ça, c'est magnifique. Merci. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. C'était très sympa. Alors, je vous remercie à tous, que ce soit les personnes qui nous voient ou les personnes qui nous écoutent. Je remettrai toutes les informations de Pierre-Olivier Deric dans les petites informations sur le podcast. Et puis, quand tu retrouveras le nom de ton livre, je le mettrai également. Je t'envoie ça, ouais. Voilà. Antoine Page, voilà. Antoine Page, c'est l'écrivain. Et il me parla de cerisier, de poussière et d'une montagne. Enfin, je te redonnerai les trucs. C'est Antoine Page, voilà, ça m'est revenu. Voilà, et ben oui. je le mettrai. Allez, merci bonne à journée tous à tous. Ouais. et bonne journée. À bientôt.